Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est un coup d'accélérateur que le gouvernement donne à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Désormais, il vous sera demandé votre carte CMU pour l'accès à des services sociaux de base, la candidature à des concours ou des recrutements dans l'administration publique et parapublique. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenue ce mercredi. Visite de travail du président de l'Assemblée nationale au Sénat, Yamoussoukro. Les deux chambres du Parlement veulent travailler pour le renforcement de la démocratie. Des échanges entre sénateurs et députés ont permis de définir un cadre de collaboration qui répond aux attentes, un mécanisme pour encadrer de façon harmonieuse l'activité parlementaire. En plus, c'est un acte social qui est désormais une tradition à Yopougon. Le conseil municipal soutient les parents aux moyens insuffisants en cette période de rentrée scolaire. Le maire Gilbert Koné Kafana offre 5 000 prises en charge aux élèves de la commune, un don pour faciliter la scolarisation des enfants. Et puis en Guinée, c'est une action que les victimes et leurs proches attendaient depuis 13 ans. Ouverture ce mercredi du procès du massacre du 28 septembre 2009. Moussa Dadis Camara et ses 10 co-accusés doivent répondre du meurtre d'au moins 157 personnes. Le procès reprend mardi. Il vous faudra désormais la carte CMU pour plusieurs opérations administratives. La décision est prise en Conseil des ministres ce mercredi. La rencontre a également évoqué d'autres questions liées à la bonne marche du pays. On fait le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 28 septembre 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé, dans le cadre des politiques de gestion optimale des finances publiques, de la mise en place d'un livre de procédure des recettes non fiscales. Ce projet de loi vise à maîtriser le champ des recettes non fiscales ainsi que l'ensemble des recettes qui viennent en complément des budgets de fonctionnement alloués aux différents services publics. Et cela aux fins d'en assurer l'adaptabilité et la continuité. Il définit donc ainsi et classifie les recettes non fiscales, précise les conditions et les modalités de leur création, émission, ordonnancement et recouvrement. Cela, bien entendu, dans le cadre donc, du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources. La protection de la nature. Le gouvernement se dote d'un code de l'environnement qui répond aux nouveaux enjeux écologiques au centre des politiques internationales. Ce décret vise à développer à la fois la conscience écologique des pouvoirs publics et des populations et prévoit un cadre institutionnel et financier des politiques environnementales amélioré auquel est rattaché un système répressif renforcé avec la création d'une police spéciale environnementale. Le gouvernement a également autorisé la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État, aux emplois publics, aux emplois du secteur privé, à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU, à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle, à défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivrée par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présenté par chaque citoyen pour les opérations suivantes. Le retrait du passeport et du permis de conduire. L'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée. L'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées. L'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, qu'ils soient publics ou privés. Le recrutement dans le secteur public et parapublic. Le recrutement dans le secteur privé. L'accès aux programmes sociaux financés par l'État. L'accès aux programmes de soutien à l'emploi
et aux activités génératrices de revenus financées par l'État. Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du risque maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. La lutte contre le cancer du sein, le lancement des activités Octobre Rose, c'est pour le 6 octobre 2022. Autour du thème « Les résultats obtenus par le CNRAO dans la prise en charge du cancer du sein de 2018 à 2022 ». Ce thème appelle les professionnels de la santé, les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile à s'investir davantage dans la lutte contre le cancer du sein, qui demeure le cancer le plus mortel chez la femme, et les invite à soutenir le CNRAO, dont les résultats sont plus que probants. Dans cette dynamique, le Premier ministre procédera, à l'occasion donc du lancement des activités d'Octobre Rose, à la pose de la première pierre du centre de nutrition en cancérologie du CNRAO, offert par la Fondation CIFCA, en vue de développer davantage les soins d'accompagnement initiés par le centre dans le domaine de la nutrition. Le Conseil des ministres a aussi adopté une politique nationale de sécurité sociale. Ce document de politique nationale de sécurité sociale du gouvernement est articulé autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale telle que prévue par le PND 2021-2025. Il vise à consolider la gouvernance et le financement de la sécurité sociale et à améliorer les procédures et l'offre des prestations aux populations avec la création à venir de nouveaux régimes tels que l'assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé. Notons que la 3e édition du sommet Finances en commun se tiendra à Abidjan du 19 au 20 octobre 2022. Organisée par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, en collaboration avec le gouvernement, cette rencontre de haut niveau est placée sous le thème « Une transition juste et verte pour une reprise durable ». Et dans la capitale politique, les deux chambres du Parlement renforcent leur coopération. Le président de l'Assemblée nationale en visite de travail au Sénat, Yamoussoukro, des échanges entre sénateurs et députés ont permis de définir un cadre de collaboration pour un bon fonctionnement du bicamérisme. Kader Sogodogo. Jano Aoussou-Kouadio et Adaman Bictogo font leur entrée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, où députés, sénateurs et autres personnels administratifs les ont précédés. Le Sénat et l'Assemblée nationale, les deux chambres du Parlement, veulent mettre en place un protocole de bonne collaboration pour le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nos institutions qui forment ensemble le cœur de la démocratie et qui constituent le lieu par excellence du débat démocratique sont appelées par la loi fondamentale à une étroite collaboration. Je voudrais à ce stade de mon propos exprimer ma profonde gratitude à l'Assemblée nationale pour l'accompagnement remarquable dont le Sénat a bénéficié lors de sa mise en place en 2018. Cette première collaboration réussie a posé les jalons d'une coopération plus approfondie qui s'est poursuivie avec nos services techniques et qui a abouti à certaines avancées. Il convient cependant de reconnaître que les hypothèses constitutionnelles de collaboration ainsi que les acquis obtenus méritent d'être renforcés au regard des nombreux défis auxquels le Parlement est appelé à faire face. Monsieur le Président du Sénat, vous avez défini le sens de la complémentarité qui fonde le fonctionnement de nos deux chambres. Le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en affichant cette volonté à travers la Constitution de 2016, avait pour seul objectif de créer une adhésion plus large de l'ensemble des Ivoiriens autour des lois qui étaient votées et qui devraient être votées. C'est pour cela que
sans que nous ne versions dans l'uniformisation de l'adoption de nos textes, mais que nous nous engagions dans l'harmonisation de nos textes. Durant la rencontre, plusieurs axes seront abordés pour affermir les relations. Au cours des échanges, les deux parties ont abordé plusieurs points au nombre desquels la formalisation d'un cadre de concertation entre les deux chambres et l'élaboration conjointe des textes intéressant les deux chambres, notamment les règlements du Congrès et le code de déontologie des parlementaires, ainsi que l'harmonisation des règlements, la construction d'édifices, etc. Au terme des échanges, les députés et les sénateurs ont décidé de renforcer davantage leur collaboration et ont mis en place des groupes de travail pour chacun des sujets arrêtés. Une poignée de main, la joie d'une amitié sincère, durable et productive pour la Côte d'Ivoire est perceptible. Et à l'issue des travaux, les deux présidents se réjouissent de la nouvelle dynamique entre les deux chambres du Parlement. Certains députés et sénateurs saluent également ce cadre d'entente et de collaboration. C'est une phase essentielle, la phase d'un travail qui vise ici à d'abord voir la fonction respective des deux institutions, mais au-delà les interactions possibles, parce que nous avons la même tâche. Nous légiférons et il est bon donc que nous puissions nous rencontrer. Je retiens que les deux chambres, dorénavant, auront des commissions communes pour travailler sur certains textes et aussi pour s'harmoniser, avoir un cadre d'échange pour être plus productif dans le Parlement aujourd'hui ivoirien. C'est une rencontre qui s'est bien déroulée dans une bonne ambiance de fraternité, de convivialité. Mais je dois dire, dans le cadre des relations de complémentarité entre les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, je crois que cette rencontre était bienvenue. Moi, je retiens quelques mots. Complicité, cohésion, union, fraternité. En tout cas, c'est une initiative à encourager, à saluer. Vous savez que le Parlement, avec le bicaméralisme, est constitué désormais de deux chambres. Et je pense qu'il est important qu'à un moment donné, les chambres puissent se retrouver pour décider, pour avoir une vision commune, dans le sens effectivement de la mission qui leur est confiée par la Constitution. Et cette rencontre entre les deux équipes du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous permettra effectivement d'améliorer la qualité de nos prestations pour le bonheur de nos concitoyens. Et vous le savez, c'est là-bas à Yamoussoukro que repose le président Félix Houphouët-Boigny. Avant le début des travaux, les présidents des deux chambres du Parlement sont allés à la résidence du Père de la Nation. Dépôt de gerbes de fleurs, prières et hommages ont marqué cette étape que l'on voit avec Kader Sogodogo. Chaleureuse retrouvaille entre Jano Aoussou-Kouadio et Adama Bictogo. Une visite de travail dans la ville siège du Sénat, Yamoussoukro, pour amorcer une nouvelle dynamique depuis l'ère du bicaméralisme. Échange fraternel et avant toute chose, direction la résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Sur place, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, dépositaire et garant de la tradition Akoué, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur, et l'ensemble des têtes couronnées vont accueillir les deux présidents. Civilité d'usage et direction, le caveau. Dépôt de gerbes de fleurs et recueillement sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Visionnaire, traceur de sillons, Félix Houphouët-Boigny dans les cœurs et dans les esprits. Au commencement, la Côte d'Ivoire était Houphouët-Boigny. Au commencement, était le député Félix Houphouët-Boigny. Au commencement, c'était la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc venus solliciter les bénédictions, puisque nous croyons tous qu'il y a une vie au-delà du président Félix Houphouët-Boigny, sa protection, pour pouvoir accomplir cette lourde et belle mission que le président Alassane Ouattara a bien voulu nous confier. J'ai eu la chance d'être reçu la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée nationale de France. Mais le moment le plus fort, c'est lorsque je suis allé voir la Constitution française gravée dans les murs. Et j'ai vu la signature du président Félix Houphouët-Boigny le 4 octobre 1958.
Grande était notre fierté, la délégation ivoirienne, de voir que notre père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, avait donc sa signature et faisait partie de ceux qui ont conçu la Constitution française. L'information doit être enseignée à nos enfants. Il faut que toutes les générations ivoiriennes, que tout le peuple Côte d'Ivoire sache ce que le président Félix Houphouët-Boigny a pu faire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier à travers donc cette signature indélébile. Venir à Yamoussoukro, s'incliner sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny, la voie est toute ouverte pour la fondation qui porte son nom, cadre choisi pour la rencontre entre la chambre haute et la chambre basse du Parlement ivoirien. Une institution qui est aussi au travail, le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, se penche sur la question des villes durables. Les conseillers ont reçu à la tribune d'échange des experts. Ils ont présenté les défis pour repenser les localités en Côte d'Ivoire. Lorgoretti, Herman Guivet. Comprendre la possibilité de repenser les villes ivoiriennes pour en faire des villes durables, c'est l'objectif de cette rencontre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, à travers sa tribune, les grandes rencontres du CESEC. En présence d'experts, les conseillers de l'institution ont été renseignés sur la vision de la ville durable au XXIe siècle, son développement en Côte d'Ivoire et les enjeux cruciaux qui en découlent. Un enjeu à jouer à partir des années qui viennent, puisque ces moteurs économiques et ces moteurs démographiques appellent les solutions de la ville durable et qu'elle a aujourd'hui à sa disposition les expertises, les savoir-faire, les matériaux, les hommes, et pour susciter la création des entreprises qui vont être capables de réaliser ce grand défi qui est mondial et qui est continental. L'architecture des bâtiments, la consommation d'énergie, la résilience de l'eau et la gestion des ordures sont autant de principes qu'il convient de saisir pour mieux comprendre la notion de vie durable. Pour Jana Kawele, président de l'institution, cet exercice permettra au CESEC de faire des propositions au gouvernement. L'environnement est l'une des thématiques de notre mission de Conseil économique, social et environnemental. Donc nous avons voulu cette conférence pour nous enrichir davantage et échanger sur tous ces points et nous-mêmes faire notre propre réflexion à partir de ce que nous avons appris, à le fait de nous permettre de donner des avis pertinents au pouvoir exécutif. La Côte d'Ivoire, avec un taux d'urbanisation de 51%, possède l'un des taux d'urbanisation les plus élevés de la sous-région ouest-africaine. Pour relever les défis que renferme l'urbanisation rapide, la Côte d'Ivoire s'est déjà dotée d'un cadre juridique et réglementaire au niveau national et s'est engagée au niveau international. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a réaffirmé sa détermination à persévérer sur la voie qui conduit à minimiser les effets du banditisme dans la société. Un engagement qui est soutenu par la France qui vient d'offrir 3 véhicules, du matériel informatique, des menottes ainsi que des balises à la Côte d'Ivoire. Après cette remise, Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, s'est rendu au ministère d'État, ministère de la Défense, où il s'est entretenu avec Téné Birahima Ouattara. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. En remettant ces 3 véhicules, du matériel informatique, des menottes ainsi que des balises, le ministre français de l'Intérieur montre sous l'angle sécuritaire l'indéfectible appui de son pays à la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux que le travail de la police nationale française aujourd'hui puisse servir aussi au travail que peut faire la police en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai redit à monsieur le ministre vraiment que nous étions à sa disposition, d'abord pour nous enrichir des bonnes pratiques de la police de Côte d'Ivoire, mais aussi de voir comment nous pouvons encore davantage améliorer nos relations. Un geste qui arrive à point, selon Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Plan Alerte Enlèvement. Les enlèvements d'enfants constituent dans nos sociétés une hantise pour les parents et un véritable traumatisme pour les jeunes victimes. À juste titre, le gouvernement ivoirien a immédiatement marqué son accord pour ce projet dénommé Plan Alerte Enlèvement. Le succès de cet outil en France a été une source de motivation pour nous de l'adopter. Permettez-moi donc de signaler que la convention qui en ressort a été signée par 7 ministres, ce qui traduit l'importance
que revêt ce projet pour le gouvernement ivoirien. Juste après cette remise d'équipement, le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les échanges ont eu lieu à son cabinet ministériel. Les épreuves écrites et orales du concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication lancé ce mercredi. Les candidats composent en mathématiques, en anglais, en français et en culture générale. Ils sont au total 511 pour la licence et le master. C'est le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, qui a procédé au lancement du test dont les résultats sont attendus le 14 octobre. Khalil Diomondé, Godefroy Kambawa. Atmosphère studieuse ce matin à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Des candidats ivoiriens et de la sous-région venus prendre part au concours d'entrée dans l'une des 5 écoles de l'établissement. L'école de journalisme, de production audiovisuelle, de télécommunication, d'art et images numériques et de publicité marketing. J'ai quitté le Mali parce que c'est quand même une école qui offre beaucoup d'opportunités. Je veux rentrer à l'ISTC Polytechnique parce que je suis amoureuse de la photographie, des vidéos. J'ai fait assez de recherches sur tous les sujets. Donc je pense que je vais réussir mon concours. Il est 8 heures lorsque le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, fait son entrée dans l'une des salles de composition. Après avoir prodigué quelques conseils d'usage, il donne le top départ des épreuves. Culture générale, anglais, français, mathématiques sont entre autres les disciplines soumises aux postulants. Cette année, ce sont 511 candidats en lice pour la licence et le master. Seulement 392 seront retenus à l'issue des compositions. C'est une école sélective, c'est une école d'excellence. Beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir prendre des raccourcis pour réussir. Et cela est incompatible avec la politique du président de la République qui prône l'excellence. Donc nous avons appelé les candidats à compter sur eux-mêmes et à accepter le verdict des résultats. Beaucoup sont jeunes encore. Si ça n'a pas marché cette année, ils pourront compétir l'année prochaine. Mais au moins, c'est leur vraie valeur qui aura été évaluée. Les résultats du concours seront disponibles le vendredi 14 octobre prochain. La rentrée universitaire, quant à elle, est prévue pour le 4 novembre 2022. C'est désormais une tradition dans la commune de Yopougon. Chaque rentrée scolaire, le conseil municipal accompagne les familles démunies dans la scolarisation de leurs enfants. Le maire Gilbert Koné Kafana a remis plus de 5000 prises en charge aux élèves du secondaire. Cette action vise à soutenir les parents en cette période qui n'est pas toujours facile. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Diadji. Esplanade de la mairie de Yopougon. Innocent et Inès sont aux anges. Ils témoignent de l'apport des prises en charge scolaires du conseil municipal. Ces jeunes en ont déjà bénéficié les années précédentes. Elle est d'une grande aide aux familles et aux parents qui financièrement sont instables. Monsieur le ministre maire, au travers de ma modeste personne, bon nombre d'élèves et étudiants vous remercient. Aujourd'hui encore, à l'instar de ces 2 bénéficiaires, 5000 élèves verront leurs études entièrement financées par la mairie de Yopougon. Ils reçoivent des chèques des mains du premier magistrat de la commune. Un geste de soulagement pour ces élèves. Cette prise en charge, ça va me permettre de m'inscrire à l'école et de poursuivre mes études. Ça soulage la famille parce que ça va réduire la scolarité. Et grâce à monsieur le maire, beaucoup d'enfants aujourd'hui seront scolarisés grâce à la prise en charge. Quand on regarde dans nos associations, la famille la plus démunie, nous lui donnons cette prise en charge. Ça permet à son enfant d'aller à l'école. Donc c'est une grande joie pour nous. Nous lui donnons merci au premier magistrat de Yopougon. Initiée en 2012 pour accompagner les familles à faible revenu, cette 10e édition de la remise des prises en charge aux élèves traduit la solidarité du gouvernement. Le maire Gilbert Koné Kafana entend faire de Yopougon le réservoir des compétences et de l'excellence. Apprendre à aller aussi loin que possible dans les études, c'est se munir des armes pour conduire sa vie et surtout pour contribuer à l'épanouissement de notre pays, au progrès de notre pays. L'engagement du chef de l'État, c'est de faire donc de ce pays un pays émergent. Et on ne peut émerger
sans des enfants bien éduqués, des hommes et des femmes bien formés. À ce jour, ce sont plus de 50 000 élèves des établissements semi-privés et privés qui ont pu bénéficier des faveurs du conseil municipal de Yopougon. Allons à présent au Maroc pour voir la journée culturelle ivoirienne à Rabat. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui a organisé cet événement qui a pris fin il y a 2 jours. Il y a eu une représentation de la culture ivoirienne. Les populations africaines ont découvert le riche patrimoine du pays. Le reportage des Sationan Io et Fernand Conan. Rabat, au Maroc, quartier Hassan. C'est ici que l'ambassade de Côte d'Ivoire a installé sa représentation culturelle. Un bâtiment de 10 pièces, comprenant un centre de documentation, une salle polyvalente qui sert de cinémathèque et de salle de conférence, un studio musical et un sous-sol. Une représentation culturelle au service de tous les Ivoiriens et des populations africaines. La culture nécessite plus d'espace fonctionnel. C'est vrai que notre chancellerie est d'une importance capitale du point de vue spatial, mais nous avons besoin de plus d'espace fonctionnel, d'espace d'animation, d'espace d'expression, ce qui a nécessité la délocalisation avec l'accord du chef de mission, son Excellence M. Idrissa Traoré. L'initiative prise par l'ambassade de la Côte d'Ivoire, c'est une initiative modèle. Modèle parce que nous assistons aujourd'hui au 3e SASIS, ce qui n'est pas facile. Et puis, lorsque vous jetez un coup d'œil sur le programme, il est très riche. C'est une fierté pour l'Afrique. La journée porte ouverte, organisée à l'occasion des journées culturelles ivoiriennes dans le royaume chérifien, permet au public de savoir davantage sur la culture de la Côte d'Ivoire. Projection de films et prestations de danse en provenance du pays édifient les visiteurs. C'est toujours un moment de joie qui nous permet quand même de retrouver ce qu'on a laissé chez nous au pays. Je me retrouve dans une culture togolaise, puisque c'est l'Afrique et c'est l'Afrique de l'Ouest encore. Et moi, c'est une opportunité pour moi de partager cette culture-là, cette diversité culturelle qui me convient parfaitement. C'est une opportunité de faire découvrir la Côte d'Ivoire à l'étranger, d'être porteur de ses valeurs, de ses cultures, en particulier au Maroc. Et c'est très important de savoir qui on est. La gastronomie ivoirienne est également présente à ces journées, notamment avec l'Atiéké. Un opérateur économique marocain s'y intéresse. Il assure sa transformation et sa vente. Nous importons des graines de abodjama, déshydratées, de très grande qualité. Comme vous le voyez, c'est un paquet qui est bien sous-vidé, donc il n'y a pas de problème de conservation. Et nous distribuons ce produit partout au Maroc, en faisant des livraisons dans toutes les villes. Avec cette représentation culturelle, l'ambassade de Côte d'Ivoire valorise le pays en terre marocaine. Et du Maroc, allons au Mexique et se tient la conférence mondiale sur la culture, dénommée Mondial Cult 2022. La ministre de la Culture et de la Francophonie multiplie les séances de travail et les visites. Hier, Françoise Remarque s'est rendue au Musée national d'anthropologie de Mexico, le plus ancien et le plus grand du continent américain, pour s'inspirer du modèle de restauration des œuvres. Le reportage de Mamadou Kwasi. La ministre de la Culture et de la Francophonie dans les locaux du Musée national d'anthropologie de Mexico, le plus ancien et le plus grand du continent américain. La ministre Françoise Remarque veut s'inspirer de l'expérience de ce musée qui a ouvert ses portes en 1865, puis rénové en 1964 avec cette nouvelle architecture. Spécialisé dans la restauration des œuvres, ce musée veut partager sa riche expérience dans les domaines d'archéologie, de recherche, d'anthropologie et d'ethnographie avec la Côte d'Ivoire. D'una más amplia colaboración en donde podamos. Nous pourrons avancer ensemble tant au niveau de la conservation qu'au niveau de la restauration, parce que nous avons une excellente équipe de restaurateurs et ça, ce ne serait que le début de notre collaboration future. Nous avons beaucoup d'espaces de collaboration possibles et par exemple, nous pourrions avoir des échanges au niveau des expositions. Des expositions du Mexique pourraient aller en Côte d'Ivoire et des expositions de la Côte d'Ivoire pourraient venir au Mexique. En Costa de Marfil y exposiciones de Costa de Marfil.
La visite des différentes salles d'exposition a permis à la ministre Françoise Remacle et à sa délégation de comprendre le secret de la longévité des œuvres et de l'histoire du Mexique avec ses différents peuples. Cette visite de travail avait pour objectif de voir les perspectives de coopération avec ce musée, notamment en matière de conservation et de restauration. Ce musée renferme toute l'histoire du Mexique avec une très grande qualité de conservation. Le Musée national d'anthropologie de Mexico dispose de plus de 8000 pièces d'archéologie et de plus de 10 000 pièces d'anthropologie. Bâti sur une superficie de 93 000 m², il enregistre environ 4 millions de visiteurs par an. Dans le reste de l'actualité en Guinée, c'est une action que les victimes et leurs proches attendaient depuis 13 ans. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert ce mercredi. Moussa Dadis Camara et ses 10 co-accusés doivent répondre du meurtre d'au moins 157 personnes et de 109 viols. C'était lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. Les violences commises il y a 13 ans sont constitutives de crimes contre l'humanité, avait conclu la commission d'enquête internationale rapidement après les faits. Amnesty International a présenté à la veille de ce procès un rapport réclamant une meilleure prise en charge des victimes de viol. Après cette première journée, le procès doit reprendre le mardi 4 octobre. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'il faut éviter d'insulter le crocodile alors que les pieds sont encore dans l'eau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.